Bonjour les élèves de quatrième année, ce petit vidéo résume un peu le mécanisme de la contraction musculaire. Alors, euh, pour commencer, donc après avoir étudié, si vous voulez, l'anatomie de muscles, on va commencer par l'étude du mécanisme de la contraction. Alors, on a réalisé une petite expérience. On a enregistré le DDP au niveau du bouton synaptique de la plaque motrice et au niveau de sarcolème, à savoir la membrane cytoplasmique de muscle, ainsi qu'on a mesuré la tension des fibres musculaires. Les résultats sont représentés dans le document suivant. Alors, ici, on a l'axe de temps, là, le PA nerveux, qui se trouve au niveau de bouton synaptique, là le PA musculaire et ici, si vous voulez, la tension musculaire. Alors, je vais commencer par la tension musculaire. On a ici, dans cette partie, augmentation de la tension musculaire, qui n'est autre que la contraction, et la diminution de la tension musculaire, qui est le relâchement. Donc, ce graphe présente la secousse musculaire. Alors, si on a analysé ce document, on a d'une part le potentiel d'action nerveux qui se produit à t égale 0 par exemple, puis après un certain delta t1, on a enregistrement de potentiel d'action musculaire et après un certain delta T2, on a enregistrement de la secousse musculaire. Ceci veut dire qu'il existe une relation de causalité entre ces trois phénomènes, à savoir le potentiel d'action nerveux provoque la naissance d'un potentiel d'action musculaire qui provoque à son tour, après un certain temps, la contraction musculaire. Alors, le phénomène thermique qui se trouve au niveau de votre livre document 12, page 214, on a ici l'enregistrement de l'activité musculaire qui est en rouge et en noir le phénomène thermique, l'enregistrement de la température, si vous voulez, dans un muscle, en fonction de l'axe de temps. On a ici, pardon, en fonction du temps, on a ici l'axe de temps. Là, le temps est en 10-3 millièmes de seconde et là, le temps c'est en secondes. Par exemple, ici, on a 1 minute, 2 minutes. Alors, donc on va reprendre concernant l'activité musculaire. Cette partie c'est le repos, là c'est la contraction, là c'est le relâchement, puis retour au repos. Ce qui lui correspond du point de vue évolution thermique, on a ici une première température qui correspond à la phase de contraction, là une deuxième température, une deuxième augmentation de la température ou production de la température qui correspond à la phase de relâchement. Toute cette zone, elle correspond à la contraction musculaire. Alors, donc c'est une température qui se produit lors de secousse musculaire et là lors de repos. Donc cette première partie, elle sera nommée chaleur initiale de contraction, numéro 2 chaleur initiale de relâchement, numéro 3 c'est la chaleur initiale et numéro 4, puisqu'elle s'est produite plus tard lorsque le muscle est au repos, elle est dite chaleur retardée. Alors, le phénomène chimique lors de l'activité musculaire. On a ce document qui se trouve au niveau de votre livre, page 215. Il présente l'évolution, plutôt d'une part le débit sanguin, le volume du sang traversé, l'oxygène, le taux d'oxygène utilisé, le taux de CO2 rejeté, le taux de glucose utilisé, celui des lipides et protides. On remarque que il y a augmentation de débit sanguin qui traverse le muscle
lorsque le muscle entre en activité. Aussi, il y a augmentation de la consommation d'oxygène, il y a augmentation de la production de CO2, augmentation de la consommation de glucose. Par contre, les protéines et les lipides, ils ne sont pas consommés ni au repos ni en activité. Donc, si on a à résumer, on a des facteurs qui vont augmenter et d'autres qui vont diminuer. Donc, lors de l'activité physique, il y a augmentation de débit sanguin, augmentation de la consommation de glucose et l'oxygène, et augmentation de la production de CO2. Donc, on a d'une part consommation de glucose et l'oxygène, d'autre part la production de CO2. Ces trois éléments, ça nous rappelle le phénomène de la respiration cellulaire qui est source de énergie. Alors, conditions de la contraction musculaire, on a ici un document qui se trouve au niveau de votre livre, page 225. Il y a un document qui lui ressemble un peu, page 215. Alors, le document page 225, j'ai inverti, ça veut dire j'ai changé un peu l'ordre des expériences. On a là l'expérience A, B, C et D. Donc j'ai remplacé le A par B. Alors, cette expérience, au niveau de cette expérience, on a, si vous voulez, mis en contact l'actine, myosine, l'ATP et CA2+, il se produit une contraction musculaire. Donc, pour nous, cette expérience qui est présente, si vous voulez, elle présente, c'est une expérience témoin qui présente les conditions normales. Au niveau de l'expérience A, on a actine, myosine et ATP, pas de contraction. Ceci veut dire que si on va comparer les conditions expérimentales, alors lors de l'analyse, dans certaines expériences, on est appelé à comparer les conditions expérimentales, et comparer d'autre part les résultats. نقارنوا الاختلاف في ظروف التجربة والاختلاف في النتيجة et on voit et on peut ainsi déterminer si le facteur qui a changé est nécessaire ou non pour le fonctionnement. Alors, donc en absence de CA2+, pas de contraction, ceci veut dire que le CA2+ est nécessaire. Dans la troisième expérience, on a enlevé le myosine, pas de contraction, donc le myosine est nécessaire. Dans la quatrième expérience, l'expérience D, on a enlevé l'actine, donc l'actine il est nécessaire. Dans l'expérience E, on a placé les différents éléments avec un poison qui va bloquer, c'est un inhibiteur de l'ATP, pas de contraction. Donc, lors de l'activité musculaire, il y a nécessité d'hydrolyse de ATP. Donc, la nécessité de myosine, actine, CA2+, et ATP pour avoir contraction musculaire. C'est une contraction spontanée. Donc, lorsqu'on a mélangé ensemble l'ensemble des éléments, il se produit la contraction. Ce document il, se trouve au niveau de votre livre à la page 217. Alors ici on a pris trois muscles. Chaque muscle, le muscle A c'est un muscle non traité, comme on peut le voir. Le muscle B, il est traité par une substance qui bloque la glycolyse et le muscle C, il est traité par une substance qui bloque la glycolyse et l'usage de phosphocréatine. Et on a mesuré avant et après contraction, on a une série de contractions, une contraction intense, mesurer certains facteurs tels que le glucogène, l'acide lactique, l'ATP et phosphocréatine. Alors, par exemple, ici, avant la contraction pour le muscle A, avant la contraction, le taux de glucogène 1,08, après la contraction, il y a 0,8, donc il y a consommation de glucogène. Le taux d'acide lactique était 1 avant la contraction, après la contraction, il est 1,3, donc il y a production d'acide lactique. Le taux d'ATP était de 4 à 6 avant la contraction, après la contraction, il est aussi de 4 à 6, donc constant. De même pour le phosphocréatine qui est resté constant. Pour l'expérience B, on a ici les facteurs, les résultats, après la contraction et là avant la contraction. Pour le muscle C, on a ici les résultats après la contraction à comparer avec les résultats avant la contraction. Donc,
Pour nous, tout d'abord, l'expérience A, c'est l'expérience, encore une fois, c'est l'expérience témoin, au cours de laquelle on va, lors de l'analyse, on va faire une comparaison, d'une part, entre avant l'expérience et après l'expérience, pour par exemple l'expérience B, pour le facteur variant au niveau de l'expérience B, et le comparer au résultat avant et après l'expérience pour l'expérience témoin. Alors, on va résumer donc, si vous voulez, l'analyse et l'interprétation. Alors, au niveau de l'expérience A, le taux de glucogène a diminué de 1,08 avant la contraction à 0,8 après la contraction. Celui d'acide lactique, il a passé de 1,1 à 1,3 après la contraction. Le taux de ATP et phosphocréatine sont restés constantes. Donc le glucogène constitue une source d'énergie nécessaire à la contraction musculaire, puisque la contraction musculaire nécessite de l'énergie. Cette énergie, a priori, elle provient de glucogène. L'augmentation de l'acide lactique suggère qu'il y a fermentation lactique. Donc le glucogène va subir des transformations, puis il va donner, lorsque le taux d'oxygène est insuffisant, il va donner l'acide lactique par la fermentation lactique. Au niveau de l'expérience B, lorsqu'on a bloqué la glycolyse, il y a contraction de muscles. Donc, malgré le blocage de glucolyse, il y a contraction de muscles. Le taux de glucogène et l'acide lactique sont constants, invariables. Donc, le glucogène n'est pas la source immédiate de l'énergie pour le muscle. Alors, l'ATP, le taux d'ATP est constant. Ceci veut dire, puisque la contraction nécessite de l'ATP, et si l'ATP est resté constant, ceci veut dire qu'il y a régénérescence de l'ATP. Alors, la diminution de phosphocréatine montre que cette molécule est une source d'énergie pour le muscle. Alors, j'ai dit une source d'énergie, ça ne veut pas dire que c'est elle qui va entrer en... c'est elle qui va permettre l'activité de muscle. Alors, au niveau de l'expérience C, malgré le blocage de glucolyse et la dégradation de phosphocréatine, le muscle se contracte avec usage, avec consommation de l'ATP. Et après l'épuisement de l'ATP, il n'y a plus contraction. Donc, l'ATP, c'est la seule constituant, ou plutôt l'ATP seul constitue une source d'énergie pour l'activité musculaire. Alors, ceci est une expérience supplémentaire. On a bloqué l'hydrolyse de l'ATP. Il y a arrêt d'activité musculaire malgré la présence de glucogène et de phosphocréatine. Ces éléments ne sont pas bloqués. Malgré ça, il n'y a pas contraction de l'ATP, il n'y a pas contraction de muscle. Donc, ceci montre bien que l'ATP est la source d'énergie initiale qui est fondamentale pour l'activité musculaire. Donc, le muscle, il utilise directement l'ATP et il va utiliser les autres sources d'énergie qui vont produire l'ATP et cet ATP sera utilisé par le muscle. Alors, mécanisme de la contraction. On a ici une petite animation flash qui résume un peu le mécanisme de la contraction. On a ici un faisceau musculaire, comme on peut reconnaître là les tubules transverses, là la membrane de sarcolème. Ici on a les fibres musculaires, par exemple strie Z, ainsi de suite. Alors, on a ici le bouton synaptique, à savoir la plaque motrice. L'arrivée d'un PA, il y a libération de neurotransmetteurs, naissance d'un PA musculaire. Ce PA musculaire, il va traverser, si vous voulez, il va se trouver, il va entrer
c'est pas vraiment entré, mais il va atteindre le réticulum endoplasmique à travers les tubules transverses. Alors, le PA musculaire, c'est la variation de DDP de part et d'autre de la membrane. Donc, électrode à ce niveau, électrode à l'extérieur, on va avoir DDP. De même pour dans cette zone. Donc à l'intérieur et l'extérieur au niveau du tubule transverse on a variation de DDP. Donc ici on a le réticulum endoplasmique qui va libérer les ions de CA2+. On va voir ces ions de CA2+, quel est leur rôle. Alors là on est en absence des ions CA2+. On reconnaît là la myosine, les fibres de myosine, la tête de myosine, ici complexe tête de myosine ATP, là c'est l'actine et à ce niveau, comme on peut le voir, ce sont les sites de fixation de complexe tête de myosine ATP sur l'actine. Et là, on a la protéine qui masque ces têtes. Alors, donc ici on a tête de myosine, là c'est l'hydrolyse de l'ATP, on a ici l'ATP. En présence de CA2+, lorsqu'on va ajouter le CA2+, voici le CA2+, qu'est-ce qu'il va faire. Et on note à ce niveau comment le CA2+, il a permis le démasquage de sites de fixation de complexes tête de myosine ATP sur l'actine, comme on peut le voir. Et ceci va permettre la contraction, l'hydrolyse de l'ATP et le pivotement de tête de myosine qui vont permettre le glissement de filaments d'actine. On va voir ça tout à l'heure. Le glissement de filaments d'actine se fait vers la zone H. On va voir en détail qu'est-ce qui se produit tout à l'heure. Maintenant, en absence d'activité de potentiel d'action musculaire, il y a retour de CA2+ vers le réticulum endoplasmique. Pardon. Alors, avec le retour de CA2+, il y a séparation des filaments d'actine et de tête de myosine, ce qui fait que le muscle va se relâcher. On va voir ça en détail tout à l'heure. Alors, on a ici le réticulum endoplasmique, là les filaments de myosine, tête de myosine, et là les filaments de actine, et là le tubule transverse. J'insiste sur le fait que ça c'est sarcolème, j'insiste sur le fait que le potentiel d'action musculaire c'est une différence de potentiel d'action, de différence de DDP de part et d'autre de la membrane de sarcolème, qu'on peut le mesurer à ce niveau ou on peut mesurer à ce niveau, au niveau de, si vous voulez, de part et d'autre de repli de tubule transverse. Le tubule transverse, c'est un repli de sarcolème. Donc, c'est une invagination de la membrane qui va passer à l'intérieur jusqu'à atteindre le réticulum endoplasmique ou citerne à CA2+. Alors, là, on est au repos. Ici, c'est tubule transverse. Là, le réticulum endoplasmique. Et là, on a des récepteurs spécifiques. Alors, ici, on a au niveau de tubule aussi des récepteurs. Ça ne se trouve pas dans notre programme, mais c'est pour en savoir plus. Suite à l'arrivée de potentiel d'action musculaire, comme on peut le voir ici, on a modification de DDP par rapport au repos, donc il y a dépolarisation de la membrane de tubule transverse, donc un potentiel d'action musculaire qui se trouve à ce niveau. Alors, ceci va permettre, comme on peut le voir, de modification de ces récepteurs, si vous voulez. Alors, la perméabilité de ces récepteurs, elle sera modifiée, ce qui permet la sortie de ions CA2+, qui était accumulé à l'intérieur. C'est un transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie, c'est une diffusion. Alors, voici notre schéma. Là, on a la plaque motrice,
potents synaptiques, pardon. Alors, la libération de l'acétylcholine, fixation sur le récepteur spécifique au niveau de la membrane postsynaptique de la plaque motrice, entrée de Na+, dépolarisation de la membrane, naissance d'un potentiel d'action musculaire. Ce potentiel d'action musculaire va se propager le long de la membrane. Ici, il n'a pas encore atteint cette zone. Alors, donc là, le potentiel d'action qui est en train de se propager. Là, on a un tubule transverse. Là, le réticulum endoplasmique. Là, le filament d'actine. Et là, le filament de myosine. Alors, ensuite, lorsqu'il y a le potentiel d'action musculaire atteint ces récepteurs, il va permettre la modification de la perméabilité membranaire de réticulum endoplasmique qui va libérer le CA2+. Le CA2+, vient agir au niveau de complexe tête de myosine actine, d'où contraction musculaire, comme on peut voir ici, déplacement de strizette vers la bande H. Alors, voici en détail qu'est-ce qu'il se produit. On a ici repos. Alors, au repos, on a filament d'actine, filament de myosine, tête de myosine et ATP. Là, complexe tête de myosine ATP. Ici, on a le site de fixation de complexe tête de myosine ATP qui se trouve au niveau de l'actine. Là, c'est une protéine masque. Avec l'arrivée du CA2+, il y a des masquages de sites de fixation de complexe tête de myosine ATP, comme on peut le voir, et fixation de complexe tête de myosine ATP. Donc, la sortie d'ion CA2+ vers le sarcoplasme démasque les sites de fixation de tête de myosine sur l'actine, attachement et formation de complexe actine-myosine. On a ici la phase d'attachement, c'est la formation de complexe actine-myosine. Alors, ce complexe, ou plutôt cet attachement, va activer la propriété antipasique de l'actine qui va provoquer l'hydrolyse de l'ATP. Alors, hydrolyse de l'ATP et libération de ADP plus PI plus énergie. Cette énergie, elle est sous deux formes. Une forme thermique qui correspond à l'énergie, à la chaleur initiale de contraction, et une forme mécanique qui va permettre le pivotement, comme on peut le voir, de tête de myosine. Le pivotement de tête de myosine va faire glisser le filament d'actine. شوفوا لهنا le filament de myosine, il a gardé le même emplacement. Par contre, le filament d'actine, il a glissé vers le bas, vers la zone H ou la bande M. Alors, donc hydrolyse de l'ATP, pivotement de tête de myosine, glissement d'actine par rapport à myosine. Maintenant, avec le retour du CA2+, il y a détachement de actine et myosine, fixation d'une nouvelle molécule de ATP et masquage de site de fixation de complexe ATP-myosine. Et entre-temps, il y a retour de filaments d'actine aux positions de repos. Alors, ce retour, il est dû aux muscles antagonistes. On va voir ça tout à l'heure. Donc, le relâchement, fixation de l'ATP sur tête de myosine, séparation d'actine et de myosine, et masquage de site de fixation, redressement de tête de myosine, le tête de myosine qui s'est redressé, et a repris sa position initiale, retour à la position initiale, retour du CA2+ vers le citerne du réticulum endoplasmique. Alors, ce phénomène, il se déroule presque en parallèle, là. Alors, ce résumé se trouve au niveau de votre livre, page 221. La transmission, c'est le deuxième paragraphe, si vous voulez
au niveau de troisièmement, le deuxième paragraphe, à savoir troisième ligne, on va commencer par troisième ligne. La transmission du message nerveux donne naissance au niveau de la fibre musculaire à des potentiels d'action musculaire. Donc on a passage de potentiel d'action nerveux en potentiel d'action musculaire. Ce potentiel d'action musculaire se propage le long de la fibre musculaire et ses replis, à savoir les tubules transverses, qui s'enfoncent jusqu'au réticulum endoplasmique, les tubules transverses. Ces potentiels d'action musculaire modifient la perméabilité du réticulum endoplasmique. Donc, le réticulum endoplasmique était imperméable aux ions Ca2+, il va devenir perméable aux ions Ca2+. Et puisque les ions Ca2+ sont concentrés à l'intérieur, donc il y a diffusion, il y a un transport passif, échappement des ions Ca2+. Donc, je reprends, ces potentiels d'action musculaire modifient la perméabilité du réticulum qui libère des ions Ca2+, dans le sarcoplasme. Ces ions permettent la fixation du complexe ATP-myosine sur l'actine. Cette fixation active la propriété antipasique de la myosine, d'où l'hydrolyse de l'ATP qui se produit, et une partie d'énergie libérée provoque le pivotement de tête de molécules de myosine qui entraîne le glissement des filaments d'actine. Alors là, on a au niveau de titre, conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc l'énergie chimique qui était au niveau de l'ATP, elle sera convertie en énergie mécanique qui est le pivotement de tête de myosine qui va induire la contraction, le glissement et la contraction, et en énergie thermique qui est chaleur initiale de contraction. Alors, avec la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP qui provoque la séparation de la myosine et l'actine. Si vous voulez, le détachement, la phase de détachement. En absence de nouveaux potentiels d'action musculaire, les Ca2+ est de nouveau accumulé dans le réticulum par un transport actif. On a dit que les ions Ca2+ sont stockés à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Avec la modification de la perméabilité, il va avoir un transport passif, à savoir diffusion, sortie d'ions Ca2+. Mais pour faire retourner les ions Ca2+ à l'intérieur du réticulum, là où ils sont stockés, ce sera un transport contre gradient de concentration. Donc ça nécessite de l'énergie, c'est un transport actif. Ça veut dire qu'il y a genre de pompe. Alors, et le muscle revient à son état initial. Donc le muscle va revenir à son état initial. Le retour à l'état initial, c'est un phénomène passif, à savoir le relâchement, c'est un phénomène passif qu'il est dû au muscle antagoniste. Donc le muscle antagoniste, nous on a vu que les muscles antagonistes, lorsqu'un muscle va se contracter, l'autre va se relâcher et vice versa. Alors, donc pour revenir au relâchement de muscle initial, il faut que le muscle antagoniste se contracte, ce qui va permettre le retour à l'état initial. Alors, on a ici les équations chimiques qu'on a évoquées concernant l'hydrolyse de l'ATP. Donc l'ATP en présence de H2O, en présence d'une enzyme myosine ATPase, on aura hydrolyse de l'ATP, production de l'ADP, plus PI, phosphate inorganique, plus énergie. Alors, à rappeler que ATP, adénosine, triphosphate. Adénosine, 3 phosphate. On a 3 P, 3 phosphates. Là, l'hydrolyse de l'ATP, on va avoir adénosine, ça veut dire 2 phosphates. Ici, on avait 3 et là, on a 2. Adénosine diphosphate plus P, phosphate I, phosphate inorganique. Donc, l'ensemble, c'est 3.
Alors, et énergie, donc la rupture de, si vous voulez, de cette liaison, elle permet la production de l'énergie. Cette énergie, une partie de l'énergie, elle sera sous forme mécanique, qui est le pivotement, et l'autre partie, ce sera sous forme de chaleur, c'est la chaleur initiale de la contraction, si vous voulez. Cette équation montre que la réaction chimique de l'hydrolyse de l'ATP est une réaction exothermique. Alors, l'hydrolyse de l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP est catalysée par la myosine. Une partie de l'énergie de cette réaction est transformée en énergie mécanique sous forme de contraction, à savoir pivotement de tête de myosine, d'eau glissement filament d'actine, à savoir la contraction. L'autre partie est dissipée sous forme de chaleur, qui est la chaleur initiale de contraction. Alors, on va voir maintenant la régénérescence de l'ATP. Ce résumé se trouve au niveau de votre livre, page 221. On a deux voies de régénérescence. Les voies rapides de régénérescence de l'ATP. Moins de 30 secondes après une contraction, il se produit deux réactions de régénérescence de l'ATP. Donc, dès le moment de la contraction jusqu'à presque 30 secondes, on a deux réactions de régénérescence de l'ATP. Alors, première réaction, ADP, adénosine diphosphate, plus phosphocréatine, C veut dire créatine, ou P, phosphocréatine. Donc ici, c'est une molécule de créatine auquel est attachée une molécule de phosphate. Et là, on a deux molécules d'ADP, adénosine diphosphate. Cet ADP, il provient de l'hydrolyse de l'ATP. L'ATP, on a dit, il va libérer de l'ADP. C'est un déchet, si vous voulez. Ce déchet, il sera recyclé. Donc, l'adénosine diphosphate va réagir avec le phosphocréatine. Il y a donc rupture de cette liaison et P, elle va se trouver avec l'ADP, ce qui nous donne ATP, donc 2P plus P, ça veut dire ATP. Et là, on va avoir la créatine seule, alors en présence d'une certaine enzyme, et on a libération de chaleur, c'est la chaleur initiale de relâchement. Alors, la réaction entre l'ATP et, je m'excuse, la réaction entre l'ADP, c'est pas l'ATP, l'ADP et la phosphocréatine s'accompagne aussi d'un dégagement de chaleur initiale, c'est la chaleur initiale de relâchement. L'autre, si vous voulez, voie de régénérescence rapide, on a deux molécules d'ADP, adénosine diphosphate, 2 phosphate, plus adénosine diphosphate, 2 phosphate, donc 2 plus 2 égale à 4. En présence d'une enzyme spécifique myokinase, on va voir adénosine triphosphate, donc 2 plus 2 égale à 4, ce qui va nous donner 3, normalement plus 1, plus adénosine M monophosphate, un seul phosphate. Donc adénosine diphosphate plus adénosine diphosphate va avoir adénosine triphosphate plus AMP adénosine monophosphate. Ça, c'est la voie de régénérescence rapide de l'ATP. Les voies de régénérescence lente de l'ATP. Alors, le glucogène phosphaté, phosphorylé, il va donner, ou plutôt le glucogène en présence de phosphate inorganique, il va donner le glucose phosphorylé. Ce glucose phosphorylé au niveau du cytoplasme, il va subir la glycolyse pour donner deux molécules d'acide pyruvique à C3, à 3 atomes de carbone, plus deux molécules d'ATP. Alors, ces deux, si vous voulez, ces acides pyruviques, soit ils vont entrer dans la mitochondrie en présence d'oxygène, ils vont subir la respiration cellulaire, la dégradation totale sur le cycle de Krebs, chaîne respiratoire, et ils vont produire de CO2 plus beaucoup d'ATP, 34 ATP, plus H2O, plus chaleur retardée. C'est la respiration cellulaire. Ça en présence d'oxygène. Mais en absence d'oxygène ou en faible oxygénation, l'acide pyruvique va rester au niveau de cytoplasme
à savoir en absence d'oxygène, on a dit faible oxygénation au milieu anaérobie, il va rester dans le cytoplasme, il va subir la fermentation lactique pour donner l'acide lactique plus peu d'ATP. Alors, l'acide lactique, c'est, si vous voulez, l'accumulation de l'acide lactique, elle va provoquer les courbatures et les douleurs musculaires que ressent un individu le lendemain d'une activité physique avec mal respiration. On se rappelle que lors de l'activité physique, on nous demande de bien respirer pour avoir une respiration, une oxygénation suffisante, d'où une respiration. Sinon, on va avoir l'accumulation de l'acide lactique qui va provoquer la fatigue musculaire. Alors, on a ici le résumé qui se trouve aussi au niveau de votre livre, page 221. La fibre musculaire contient d'importantes réserves de glucogène qui fournissent de glucose phosphorylé. Le glucose phosphorylé, glucose B, donne deux molécules d'acide pyruvique, sont des molécules AC3 avec production de deux molécules d'ATP. Selon la réaction glucose phosphorylé, il va donner deux acides pyruviques plus 2 ATP. Cette réaction se déroule en réalité suivant les étapes de la glycolyse. Ceci, normalement, on aurait vu au cours de troisième science. En présence d'oxygène, on a ici donc deux cas. En présence d'oxygène, l'acide pyruvique est oxydé, enfin ma réaction avec l'oxygène, complètement. Donc il sera complètement de l'acide pyruvique, on va obtenir le CO2, complètement dans la mitochondrie pour former beaucoup d'ATP avec libération de CO2, de l'eau et de chaleur retardée. C'est la respiration cellulaire qui se déroule selon la réaction acide pyruvique plus O2, ça va donner H2O plus CO2 plus ATP plus chaleur retardée. L'équation n'est pas équilibrée. La diapo, je l'ai montré comment elle est équilibrée. Alors, maintenant, en absence d'oxygène ou lorsque l'oxygénation devient insuffisante, l'ATP provenant de la respiration devient insuffisant. Il est complété par l'ATP provenant de la fermentation lactique, même si c'est une faible production de l'ATP. L'acide pyruvique est réduit en acide lactique. Alors, en résumé, on a ici notre muscle, la plaque motrice, l'arrivée d'un PA nerveux. Le PA nerveux va traverser le synapse neuromusculaire pour donner naissance à un potentiel d'action musculaire. Ce dernier va se prolonger le long de la membrane, entrer dans les tubules transverses jusqu'à atteindre le réticulum endoplasmique où il va permettre la libération de CA2+. Ceci va permettre la contraction musculaire avec hydrolyse de l'ATP pour donner de l'ADP plus PI. Là, les voies de régénérescence rapide de l'ATP. L'ADP plus ADP en présence de myokinase va donner AMP plus ATP et l'ADP plus phosphocréatine, créatine kinase, l'enzyme, il va donner créatine plus ATP plus chaleur initiale de relâchement. Donc on a ici reformation de l'ATP. Ça, c'est la régénérescence rapide. Maintenant, la régénérescence lente. Le glucogène absorbé, apporté par le sang, il va passer dans le muscle, sera accumulé dans le muscle, il va se transformer en glucose phosphorylé. Le glucose phosphorylé va subir la glycolyse pour donner l'acide pyruvique avec deux molécules de ATP, même ATP. Alors, l'acide pyruvique, il y a deux chemins possibles. Soit il va subir la respiration cellulaire au niveau de la mitochondrie, je m'excuse, avec réaction, il va interagir avec le CO2 pour donner beaucoup d'ATP, plus chaleur relâchement et de CO2 et de H2O. Sinon, lorsque l'oxygène devient insuffisant, il va avoir fermentation lactique pour donner l'acide lactique avec faible production de ATP. De même, ATP sera de nouveau utilisé par le muscle. Alors, ceci c'est la même photo. L'autre photo, celle-là,
se trouve au niveau de votre livre à la page 222. Ceci, c'est une autre photo. Alors, application. Variation des sources d'énergie lors d'activités physiques. L'un de vos camarades m'a posé la question: quel est l'ordre de déroulement des réactions chimiques concernant la résistance de l'ATP? Parce que tout commence par l'hydrolyse de l'ATP. Maintenant, la renaissance de l'ATP, les voies rapides, les voies lentes, la respiration cellulaire, la fermentation lactique. J'ai choisi ici un petit exercice qui montre la variation des sources d'énergie énergétique lors d'activités physiques de 90 minutes. Alors, voici la courbe. Cette courbe montre fonction du temps et la quantité de dépenses énergétiques. Là, on a courbe en mauve l'ATP qui provient de la régénérescence rapide. On a ici phosphocréatine plus ADP ou ADP plus ADP, c'est la régénérescence rapide. Ici, on l'a appelé anaérobie alactique. Alors, la régénérescence rapide de l'ATP, elle ne nécessite pas l'oxygène. C'est pour cette raison qu'elle est dite anaérobie. Et puisque elle ne permet pas ou elle ne provoque pas la formation de l'acide lactique, elle est dite alactique. Alors, ce terme, ça ne se trouve pas au niveau de notre livre, donc à ne pas tenir compte. Le but de cet exercice, c'est de savoir comment se fait la renaissance de l'ATP, ou pas comment, l'ordre de renaissance de l'ATP lors de l'activité physique. Deuxième deuxième courbe qui est en bleu, c'est l'anaérobie lactique, à savoir la fermentation lactique. Troisièmement, c'est l'aérobie, c'est la respiration cellulaire. Et là, on a dépense énergétique maximum. Donc, au début de l'activité physique, on a, comme on peut le voir, une très forte augmentation de production d'ATP à partir de phosphocréatine et d'ADP ou ADP et ADP. C'est la voie rapide. Cette régénérescence de l'ATP par la voie rapide, elle ne dure que presque moins d'une minute. Puis, second élément, seconde courbe qui va avoir une augmentation, c'est la voie de la fermentation lactique. Alors, on a augmentation de la fermentation lactique jusqu'à atteindre 90 presque, puis AT égale à presque une minute durant les premières minutes, puis celle-ci elle va diminuer faiblement, une pente faible. Alors, et on a augmentation de la voie aérobique, augmentation de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire elle est moindre que la fermentation lactique pendant la première minute et plus ou moins pendant les 5 premières minutes. Au-delà de 5 premières minutes, il y a augmentation nette de la production de l'ATP à partir de la respiration cellulaire qui va rester presque constant le long de l'activité physique qui dure 90 minutes. Donc on a ici 1 minute, là 10 minutes et là 90 minutes. Donc si on a à résumer, pendant la première minute, l'origine de l'ATP de l'activité physique et la régénérescence rapide. Ensuite, les 3 minutes, 5 minutes qui suivent, c'est la fermentation lactique qui va produire l'ATP. Et ensuite, la respiration cellulaire, elle va prendre le relais pendant le reste de l'activité physique, à savoir dans notre cas 90 minutes. Alors, on va résumer, donc on va prendre. Alors, la voie alactique, la voie de régénérescence rapide,
a dit, c'est le phosphocréatine plus l'ADP ou l'ADP plus ADP. C'est la première à se mettre en place car elle ne nécessite pas d'oxygène. Donc le muscle va utiliser la source immédiate, la source, si vous voulez, la plus qui donne les qui ne nécessite pas l'oxygène, à savoir ce qu'il a comme moyen pour immédiatement. Alors, cette réaction et leurs réactions sont simples, mais sa durée est minime, quelques secondes, à cause de l'épuisement très rapide des réserves de phosphocréatine. Le phosphocréatine, il s'épuise, le réserve de phosphocréatine, il s'épuise et demande un certain temps à être régénéré. Alors, la voie lactique, la fermentation lactique, malgré l'abondance de glucose, diminue l'efficacité, donc malgré l'abondance de glucose, diminue, à savoir la voie lactique, l'efficacité dès la fin de la première minute, car la lactate, donc l'acide lactique va libérer la lactate vers les 3 premières minutes. Ceci va provoquer ou engendrer un déchet qui altère les possibilités de contraction. Donc l'acide lactique va inhiber la contraction, va provoquer la fatigue musculaire. Aussi, la voie lactique, donc deuxième voie qui va se mettre, c'est la voie lactique. On a dit en absence d'oxygène, puisque le muscle il va entrer en activité, il va utiliser comme source l'ATP direct, puis il va utiliser la recherche de l'ATP à partir de phosphocréatine, les voies rapides et l'ADP. Et ensuite, comme deuxième source, la fermentation lactique, en attendant que le système cardiovasculaire apporte le glucogène et l'oxygène. Alors, c'est la fermentation lactique. Donc, cette fermentation lactique, sa production d'ATP elle est faible, et aussi elle provoque la libération d'un déchet qui inhibe la contraction musculaire. Alors, aussi on peut avoir fermentation lactique à la fin de l'activité musculaire, comme ici. Aussi, la voie lactique peut être mise en jeu au moment de sprint final, à savoir les derniers mètres, lorsque le dépense d'ATP est maximale. Lorsque le muscle a besoin de plus d'ATP, on a une dépense d'ATP de la respiration, elle est maximale. On va avoir recours à l'anaérobie, la fermentation lactique, ce qui va permettre une petite source de ATP supplémentaire, et que la voie aérobie, il ne peut pas satisfaire totalement ses besoins d'ATP. Alors, troisième source, c'est la voie aérobie, qui est la respiration, qui assure quasiment à seule la fourniture de l'ATP, comme on l'a vu, après 5 minutes, au maximum 10 minutes, et le reste du long de l'activité physique, c'est la respiration, c'est elle qui fournit quasiment l'origine de l'ATP. Alors, en effet, la mise en place de la respiration est lente, parce que ça nécessite l'adaptation de l'organisme, à savoir l'adaptation de l'appareil cardiovasculaire à fournir davantage d'oxygène, et une fois le système cardiovasculaire et respiratoire s'est adapté, il va fournir l'oxygène convenablement pour avoir l'activité physique nécessaire. À la fin de cette activité, on peut avoir, suite aux fatigues, si vous voulez, de l'appareil respiratoire et fatigue de l'appareil cardiaque, on peut avoir recours plutôt à un petit coup d'aide par de la fermentation lactique. Alors, ce que j'ai à résumer de cette partie d'origine de l'activité, origine de l'ATP selon l'activité, c'est l'importance de l'échauffement avant l'activité physique. Alors, le petit échauffement, il va
permettre l'adaptation de l'organisme, le système cardiovasculaire et le système respiratoire à apporter plus d'oxygène et de glucogène, ce qui va permettre, ce qui va minimiser la fermentation lactique, et ça fait la différence entre le sportif, le vrai sportif quotidien, de celui qui va pratiquer une activité physique sans faire un réchauffement. Alors, j'espère que j'étais clair. Merci et à la prochaine.